Portrait sonore, juste pour préciser, donc c'est le nom de l'organisme. Donc c'est un organisme de création de parcours sonores sur le patrimoine urbain et le patrimoine culturel, mais c'est aussi le nom de l'application qui héberge les créations et donc qui est conçue de manière à nous faire vivre une expérience immersive. Donc par ça, en fait, le dispositif est très simple et intuitif. On est géolocalisé, on identifie les points d'intérêt, il y a des capsules audio, il y a des photos d'archives, il y a de l'information complémentaire. L'idée vraiment, c'est d'oublier son téléphone et d'être en immersion totale avec les lieux, dans le but de vivre vraiment une expérience enracinée, en étant en proximité avec le territoire, ses histoires, ses créativités, ses expertises locales. Avant de parler de littérature, je vais devoir vous parler d'architecture parce que je dirais que c'est vraiment ça qui a motivé le projet au départ. Je suis arrivée émigrée belge-africaine dans les années 2000 à Montréal. Donc comme jeune architecte, je débarque à Montréal, puis j'ai besoin de comprendre cette ville d'accueil, à me l'approprier. Je la trouve un peu déconcertante avec ses ruptures d'échelle, ses façades un peu tristes et négligées qui manquent d'amour. Je trouve ces banlieues qui se déroulent à l'infini, parfois un peu plates et trop prévisibles. Et donc voilà, j'essaye de me l'approprier, l'aimer. Je sillonne beaucoup les rues, les quartiers. Et au fur et à mesure que voilà, je découvre ces petits détails au fil des rencontres, comment ça... Montréal me rentre dans la peau. Et c'est en parcourant l'île de Montréal que je découvre aussi avec étonnement de nombreuses œuvres d'architecture et d'art public en friche, à l'abandon. La liste est longue, mais le Silo, la Place des Nations, des tas d'œuvres d'art public aussi vraiment à l'abandon, et qui pourtant vraiment me touchent, que je trouve absolument étonnantes. Je décide de m'engager dans l'organisme Docomomo Québec, qui est un organisme qui s'occupe de la documentation et de la conservation du mouvement moderne, et avec comme premier mandat d'organiser la charrette d'architecture sur l'avenir du Silo numéro 5, qui est donc abandonné et sans avenir apparent. C'est toujours le cas après 20 ans. Et suivront, suite à cette expérience et cette implication, inventaire, mobilisation, conférences, dont une conférence que je donne, et là où je commence à m'intéresser sur le rôle du processus créatif pour altérer les idées reçues sur un bien culturel et ouvrir l'imaginaire. Suite à ça, on publie un guide qui s'intitule « Sur les traces du Montréal moderne ». Et là, je réalise que j'ai vraiment en fait une frustration, ou plutôt un souhait, qui est de démocratiser l'accès de ces expertises universitaires et de rendre accessibles toutes ces connaissances accumulées au cours de ces 10 années au grand public. Et à ça aussi, vu qu'on est au début du numérique et on est juste avant les téléphones intelligents, on est en 2009, mais je veux aussi trouver une manière de nous amener sur les lieux en étant libre du médium, qu'on ne soit pas dépendant d'un guide papier ou d'un ordinateur. Et à ce moment-là, je découvre le travail de Janet Cardiff, ses audio walks. C'est le début aussi d'un tas de projets autour du son, qu'il y a moyen, d'une certaine manière, de compresser le temps et l'espace et de créer une multiplicité d'expériences. Et je décide donc de lancer 2 premiers projets. En 2010, Montréal moderne, qui est vraiment un parcours qui pose un regard critique sur l'histoire récente du centre-ville, donc surtout autour de son architecture d'après-guerre et de son développement. Puis Expo 67, un parcours à la découverte de ces derniers vestiges sur l'ancien site de l'exposition universelle. Et à ce moment-là débutent 2 premières collaborations avec ceux qui deviendront mes collaborateurs précieux à partir de 2013. Donc Antoine, qui est musicien, concepteur sonore, et Serge, qui est responsable de l'identité visuelle. On lance Portrait sonore et on décide de produire des parcours à travers le Canada avec 7 villes modernes, 7 centres-villes racontés, donc toujours dans l'idée de faire comprendre et apprécier l'architecture. Alors pourquoi et alors je pense que j'ai oublié, mais à partir de ce moment-là aussi, le projet s'ouvre en fait à d'autres thématiques. À partir de 2015, petit à petit, patrimoine non culturel, mural, église, un projet ensuite sur les arbres du Mont-Royal, des portraits de femmes, etc. Donc la question en fait, peut-être plus ce qui nous intéresse, c'est pourquoi des parcours dans la ville, quels sont ces objectifs. Évidemment, les plus évidents que j'ai en fait déjà
nommé, c'est vraiment de transformer nos perceptions négatives et de changer notre regard, donc de mettre en lumière des œuvres, démystifier des idées préconçues, et puis ultimement préserver, sans forcément figer. Il y a 2 citations que j'aime beaucoup, qui m'habitent depuis longtemps. Une de Dostoïevski qui dit « On ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas ». Puis Jacques Cousteau, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et donc, je dirais que le projet repose sur l'hypothèse qu'il est possible de repousser les limites de nos perceptions négatives par un processus de découverte critique et émotionnelle in situ. Et donc, autrement dit, que l'engagement direct avec le territoire, donc à travers une approche savante, peut-être plus sensorielle, amènerait à remettre en question nos perceptions initiales et à les transformer. Je ne suis pas sûre de ça, évidemment. Tout ça s'est fait un peu de manière organique et intuitive, mais puisque, en vue de ce colloque, il fallait que je me pose la question, finalement, quelle était l'hypothèse? Donc, la voilà. Quels sont les ingrédients d'un portrait sonore? Donc, comment sont-ils construits? Ils sont construits, c'est un peu des documentaires de poche. Ils combinent récits, trames narratives, extraits d'entrevues, archives sonores, illustrations sonores, musique originale composée pour les œuvres, où là, pour tous les parcours sur l'architecture, il y a des fiches architecturales que j'écrivais, que je donnais aux musiciens, qui étaient choisis par Antoine, qui avait la direction musicale, et puis c'était à eux de transposer ces fiches en musique. Ces composantes ou ces ingrédients viennent évidemment se juxtaposer au lieu pour nous faire vivre une multiplicité d'expériences et de perspectives. Toute cette construction, évidemment, est assez organique et résulte de la relation de la conceptrice, à ce moment-là, c'était moi, avec le lieu et les intervenants. Ça, c'est les éléments clés, en fait, que je viens de nommer, mais dit un peu autrement. Alors, les intervenants, on parle évidemment, au début, plus d'historiens, d'urbanistes, d'architectes, d'artistes, mais avec le temps, selon les thématiques, évidemment, ces experts vont venir d'autres disciplines. Ça peut être aussi des citoyens engagés. Et en fait, ces témoins proposent ou permettent de rentrer dans un fragment d'histoire, un fragment de leur vécu, et d'aborder des questions comme la raison d'être des œuvres, leur vision, mais aussi leurs préoccupations ou les préoccupations d'une époque, les enjeux actuels de conservation ou les rêves pour l'avenir. Et la trame, telle qu'elle est écrite, nous place dans une relation d'intimité avec ces intervenants et dans la position subjective d'autrui. Donc en fait, l'idée aussi, c'est à travers ces extraits d'entrevues de développer une forme d'empathie. L'avantage du son, évidemment, comme vous le savez très bien maintenant qu'on est à l'ère du balado, c'est son format intime qui nous parle. Donc là, on a quand même, à l'époque, on peut imaginer, tout le monde a peut-être connu, je sais pas, Melvin Charny, il est décédé, Phyllis Lambert, peut-être que vous la connaissez, ou Moshe Safdie qui a construit Habitat 67. Enfin, ils sont là, ils nous parlent dans nos oreilles et puis ils nous parlent aussi peut-être de leur déception, de leurs préoccupations, de ce qu'ils ont essayé de faire. Et c'est vrai que par l'écoute et en se mettant dans leur peau, on développe une forme d'empathie. Et donc même si au départ on n'appréciait pas l'œuvre, dans ce processus-là, dans cette rencontre-là, j'ose espérer qu'il y a une transformation qui se passe par rapport à nos a priori. La trame aussi fait des liens entre le bâti et les valeurs ou les préoccupations qu'il exprime. Donc ça, c'est une autre composante. Il y a aussi une lecture sensorielle que la trame apporte, qui intègre une écriture qui dévoile, qui oriente le regard, qui incite au déplacement, qui incite au toucher, qui nous rend quand même proactifs sur ces territoires qu'on explore. Et les éléments musicaux qui accompagnent aussi la trame narrative, comme je vous le disais, sont inspirés soit d'architecture, soit des lieux. Dans le cas de la promenade en forêt, ce sont des instruments à bois qui mettent en son la forêt. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ce que j'espérais que ça fasse, de nouveau, il n'y a pas eu d'études scientifiques ensuite, mais c'est d'ouvrir l'imaginaire, créer une réceptivité, aiguiser nos sens. Évidemment, ça parle aussi de la sensibilité de tous ces musiciens à qui on a demandé de faire ce travail. Donc là aussi, il y a un travail de traduction qui est en lien avec leur sensibilité. Donc, il s'agit en fait pour chaque portrait vraiment d'un maillage en fait très riche de collaborateurs. Par collaborateurs, ça peut être même au niveau de la recherche par moment, ou de témoins, de créateurs, que ce soit les musiciens ou autres, ou au niveau des intervenants, mais aussi au niveau de la diffusion. Parce que, en fait, ce genre de projet comporte de nombreux défis, dont un qui est celui de la diffusion,
parce que, contrairement au balado qui aujourd'hui peut venir s'ancrer dans tout un réseau de plateformes balado, vous les connaissez toutes, mettre un parcours sonore sur une plateforme balado, c'est quand même plus compliqué. Elle ne s'est pas conçue pour ça. Ce sont des sortes de documentaires de poche, mais ce ne sont pas des documentaires, donc on ne peut pas diffuser dans des salles de cinéma. Donc, en fait, on est vraiment ce sont des projets qui sont un peu électrons libres et qui bénéficient de très peu d'appui au niveau de la diffusion. Donc, déjà, c'est un produit long, laborieux, assez niché, qui parle de thématiques mal aimé, parce qu'on ne vous emmène pas dans le vieux Montréal, on vous emmène découvrir l'architecture, mettons, brutaliste, le centre-ville, les tours. On parle quand même souvent on vous emmène dans des quartiers, comme vous allez voir avec le projet que Marie-Ève va vous décrire dans Ville-et-Mar. C'est quand même un quartier qui n'est pas évident à comment dire, vous verrez. Donc, des quartiers en marche de l'offre touristique. Ensuite, un engagement aussi du promeneur. C'est des balades qui peuvent prendre entre 1 heure et 2 heures. Il faut marcher, il faut être attentif. C'est moins dans les habitudes de consommation culturelle, puisqu'on n'est pas dans un produit où on fait appel au visuel. On est une culture du visuel, beaucoup plus qu'une culture du son. C'est en train de changer, surtout chez les jeunes. Et puis, le manque de programme au niveau du financement spécifiquement pour le son. C'est en train de changer depuis la pandémie, mais pendant 10 ans, on en a bavé. Et donc, pour revenir au maillage, le maillage est important au niveau de la diffusion. Donc, dès le début de l'élaboration du projet, bien voir comment on peut s'inscrire dans un écosystème de distribution entre éventuellement des résidents qui ont participé, maisons de la culture, des collaborateurs. La liste serait longue, mais il faut y penser. Alors, pourquoi la littérature ? J'ai cofondé un programme éducatif. Donc, c'est sûr, j'ai des enfants, l'éducation me tient à cœur. Et j'ai déscolarisé les enfants parce que, justement, je ne voulais pas qu'ils apprennent sur les bancs d'école. C'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que, surtout pour les jeunes, je crois beaucoup aux apprentissages ancrés dans les lieux, en mouvement, dans l'expérience, en interaction, et avec une forme d'autonomie aussi. Et puis, l'autre chose, c'est que je voulais ouvrir les portraits à un plus large public, parce que malgré tout, l'architecture, l'urbanisme, patrimoine, bâti, c'est quand même très niché, pas évident. Et puis, je voyais bien aussi que ce public jeunesse, ils ont tous des téléphones. On est là-dedans. C'est difficile de faire marche arrière. Donc, comment aussi voir comment leur offrir des contenus culturels intéressants. Aussi, un souhait d'ouvrir à des nouvelles écritures, offrir un regard renouvelé et sensible sur des quartiers. Il y avait donc, là c'est en 2004, des guides papier sur les littératures, des parcours littéraires donc à travers des villes, mais de nouveau, comment utiliser donc, toutes ces nouvelles technologies et le son pour surtout donc, amener les jeunes à découvrir et aimer la littérature. J'ai rencontré Marie-Ève, on a découvert qu'on avait les mêmes sensibilités et désirs, on a échangé sur les enjeux de l'enseignement de la littérature et de la poésie auprès des cégepiens, et ensemble on a décidé d'entreprendre, de réaliser 2 premiers parcours que Marie-Ève a conçus, Si Michel Tremblay m'était compté, et puis Marcher avec elle. Alors, la promenade Si Michel Tremblay m'était compté, sans rentrer trop dans les détails, je dirais que ce qui est intéressant pour moi dans ce projet, donc, qui est vraiment donc, une promenade dans l'univers de Michel Tremblay, donc du petit Michel, à la découverte du quartier, à la source de son œuvre. Donc il y a le plateau des années 50. Donc c'était vraiment de voir comment, donc c'est une œuvre qui n'a pas été écrite pour les enfants, et donc comment donc, rentrer dans cet univers et créer un rapport intime avec les lieux, à ces espaces, à ces bâtiments, donc à la découverte de petits vestiges, de traces donc, qui ouvrent vers l'imaginaire de Tremblay et du marcheur qui marche dans ses pas. Il y avait donc évidemment le défi que Marie-Ève a entrepris d'adapter l'œuvre de Michel Tremblay à un jeune public, très jeune dans ce cas-ci, puisqu'on parle surtout du 3e cycle du primaire, et de mettre en œuvre des dispositifs afin de rendre les enfants actifs et les engager, donc engager leur attention, engager les apprentissages. Donc parmi les dispositifs du parcours, il y en a plusieurs, mais en gros, donc, il y avait donc une narration qui est assurée par un chat de ruelle qui nous sollicite lors de notre déambulation, des rencontres avec des personnages énigmatiques de l'œuvre qui s'animent dans nos oreilles, mais qu'il faut aussi essayer d'identifier, chercher. Ils sont placés dans des lieux. Des jeux de piste, repérer les pattes du chat, les petites pattes bleues qui sont
dessinés sur le trottoir, une boîte à livres où il y a des livres à l'index, il faut l'ouvrir, il faut voir quels livres avaient été mis à l'index dans les années 50. Trouver le vrai chat, parce qu'il y a des vrais chats de ruelle, et évidemment il y a l'idée que c'est peut-être Duplessis, donc qui est notre guide. Repérer aussi des objets par moment dans une vitrine, chez quelqu'un, des objets qui nous parlent, qui sont aussi racontés, etc. En plus, ce qui a été intéressant aussi, c'est toujours cette idée de maillage, donc avec des intervenants. Donc dans ce cas-ci, ce n'est pas forcément des acteurs clés, mais plus des résidents, des gens de la communauté. Pour ce projet-là, les enfants de l'école Bruchesi, qui est l'école de Michel Tremblay, ont participé au parcours. Donc avec Marie-Ève, on s'est rendu dans les classes. On a eu une journée de casting vocal. Les enfants se sont prêtés au jeu. On a fait une sélection. Et puis ces enfants donc, ont incarné certains personnages du parcours. On peut les entendre aussi. Donc ils ont été co-créateurs de l'œuvre. C'était une manière aussi pour eux de se familiariser à l'œuvre durant ce processus. Parlant toujours de maillage ou d'implication de la communauté, dans le projet Marcher avec elle, donc, qui est notre deuxième parcours littéraire, cette fois à Villemard, sur les pas de la poète Marie Huguet, qui est une ancienne résidente de Villemard. Je voulais ici souligner l'implication des résidents de Villemard, qui connaissent bien sûr la Maison de la Culture Marie Huguet, mais pour la plupart ne savent pas qui sont Marie Huguet, ne sont pas familiers avec son œuvre. Donc on a décidé de les impliquer aussi dans le projet en leur demandant de lire des extraits de poésie qu'on a enregistrés, qu'on entendra durant le parcours avec la voix de Sylvie et Camille Léonard qui sont aussi donc, impliquées dans ce projet comme narratrices et poètes. Et l'objectif de cet exercice, c'était vraiment encourager l'appropriation de l'œuvre par la communauté, ancrer l'œuvre dans le quartier avant même sa diffusion, insuffler un nouvel élan à l'œuvre tout en mettant la diversité culturelle du quartier de l'avant, parce que évidemment, en entendant, on les voit ici, Carlos le barbier latino ou Germaine de Boom Jazz, cuisine jamaïcaine, lire des extraits de poésie, on peut comprendre que le quartier a évolué. Ce n'est plus le même quartier qu'à l'époque où Marie Huguet vivait. Et donc ici, on voit aussi Eddie, de Eddie Bicycle, Laurent, résident du quartier depuis 80 ans, Maxime qui travaille au Café Central, etc. Et de nouveau, ils sont co-créateurs dans le parcours. Voilà, 20 minutes.